dit que les montagnes ne sont jamais silencieuses. Elles gardent des milliers d'histoires dans leur étreinte neigeuse, celles de ceux qui ont cherché la paix en elles et n'en sont jamais revenus. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une histoire jusqu'à ce que je passe Noël dans une petite maison des Alpes avec ma famille. L'endroit qui était censé être un refuge contre le monde s'est transformé en piège, où chaque bruit est un pas, chaque ombre est une menace et chaque moment entraîne l'inévitable question. Survivrez-vous lorsque quelque chose vous observe depuis l'obscurité? Je ne sais pas pourquoi les montagnes nous ont choisis. Mais je sais une chose, même des années plus tard, je peux entendre le rire des enfants la nuit et sentir qu'il ne nous a pas laissé partir. Noël dans les Alpes nous a semblé être la solution idéale. Après des mois de stress au travail et le rythme effréné de la grande ville, l'idée de s'évader dans les montagnes enneigées semblait être un rêve. J'ai convaincu ma famille, ma femme Laura et mes 2 enfants, Ben et Emma, que nous avions besoin de calme et de tranquillité. Nous avons réservé une petite maison en bois au cœur des montagnes, où, selon le propriétaire, le véritable esprit de Noël règne. Le trajet a été long, mais pittoresque. Les montagnes nous dominaient comme d'immenses gardiens et les sapins enneigés donnaient l'impression d'un conte de fées hivernales. Nous sommes arrivés tard dans la soirée, alors que le soleil avait déjà disparu derrière l'horizon et que la seule lumière était le faible scintillement des lumières de notre lodge. Au début, tout semblait parfait. Il faisait chaud à l'intérieur. Ça sentait le pain et le pain fraîchement cuit que le propriétaire avait laissé pour nous. Je me suis senti soulagé, comme si j'avais enlevé un lourd fardeau de mes épaules. Cet endroit nous promettait la paix. J'ai même pensé que nous y reviendrions peut-être l'année prochaine. C'est alors que j'ai vu ceci, un détail à peine perceptible et que je croyais sans importance. Une fenêtre au 2e étage, embuée de l'intérieur. Nous n'étions pas encore montés à l'étage, mais je l'ai balayé du revers de la main pensant qu'il s'agissait simplement de condensation. Je n'en ai même pas parlé à ma femme. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés avec la maison balancée par le vent fort. Les enfants étaient heureux. Pour eux, cela faisait partie de l'aventure. Et moi, en regardant ces montagnes, cet espace illimité et ce silence, j'ai ressenti quelque chose d'autre, comme si le sentiment que nous étions seuls ici était trop juste, trop parfait. Ce voyage dans les Alpes m'est apparu comme un salut. Laura et moi avions passé les derniers mois à nous disputer. Elle me reprochait de passer trop de temps au travail et je lui reprochais de se plaindre constamment. Les enfants et nous-mêmes en étions fatigués. J'ai donc fermement décidé que Noël serait le moment où nous allions redémarrer, rétablir l'équilibre et peut-être redevenir une famille. Les Alpes semblaient être le cadre idéal pour cela. Éloignement du monde, neige, confort. La maison que j'ai trouvée sur le site web était décrite comme le parfait refuge hivernal. Elle était située en altitude avec une route sinueuse qui y menait et qui n'était dégagée que sur demande pendant les mois froids. Le propriétaire m'a prévenu que l'endroit était très isolé et que nous devions nous préparer à un isolement possible pendant plusieurs jours en raison des conditions météorologiques. Cela m'a semblé être un avantage, pas un problème. Enfin, pas d'appel téléphonique, pas d'internet, juste nous, notre famille, la neige et la paix. Laura avait des doutes, mais elle a accepté quand elle a vu à quel point les enfants étaient heureux. Ben rêvait de construire la plus grande forteresse de neige du monde et Emma voulait juste glisser sur un traîneau, comme dans les vieux films de Noël. Nous sommes partis tôt le matin. Le voyage a été long et fatigant. Nous avons dû parcourir les derniers kilomètres avec prudence, car la neige s'épaississait et la route se rétrécissait. Des 2 côtés de la route, il y avait des arbres, lugubres dans leur majesté. À un moment donné, j'ai cru apercevoir au loin une personne debout sur le bord de la route. Mais lorsque nous nous sommes rapprochés, il n'y avait personne. Peut-être n'était-ce qu'une branche rugueuse ou mes yeux étaient-ils fatigués. La maison était exactement comme sur la photo, petite, avec des murs en bois, la terrasse couverte était recouverte de neige et les fenêtres brillaient d'une chaude lumière jaune. Une surprise nous attendait à l'intérieur. Le propriétaire avait laissé un panier de cadeaux de Noël pour nous, des bougies, des biscuits et même une bouteille de vin. Tout cela était censé nous donner l'impression d'être chez nous, mais pour une raison ou une autre, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée que quelque chose n'allait pas. La première nuit, je me suis réveillé. Il me semblait que quelqu'un enveloppait la maison. C'était le vent, pourrait-on dire. Mais ce n'était pas un sifflement de vent ordinaire. C'était comme si quelque chose de lourd se déplaçait à l'extérieur. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. La neige tombait à gros flocons et je ne voyais rien au-delà. Je me suis recouché en essayant de me convaincre que ce n'était que mon imagination. Mais le sentiment de malaise n'a pas disparu. Le lendemain matin, alors que nous prenions le petit déjeuner ensemble, j'ai remarqué qu'il y avait des traces de pas dans la neige derrière la maison. Elles n'appartenaient pas à une personne. Elles étaient larges, comme des marques de chaussures, mais avec des rayures nettes, comme si quelqu'un avait traîné une lourde charge. J'ai gardé le silence pour ne pas effrayer Laura et les enfants. Mais je ne pouvais pas détacher mon regard de ces traces qui menaient à la forêt, loin de la maison. Je me suis dit qu'il s'agissait probablement d'une piste d'un animal local ou quelque chose comme ça. Mais je ne savais pas que ce n'était que le premier détail inquiétant. Quelque chose nous observait déjà,
Ce jour-là, les enfants étaient ravis de la neige. Ben et Emma sont sortis en courant de la maison juste après le petit déjeuner, vêtus de combinaisons et de bonnets chauds, prêts à construire des forts et à faire de la luge. Laura a commencé à déballer ses affaires et j'ai décidé de l'aider même si je me sentais mal à l'aise tout le temps. Je ne pouvais pas oublier ses empreintes de pas. Lorsque nous avons terminé, j'ai décidé de sortir pour me calmer un peu. Une neige épaisse recouvrait tout ce qui m'entourait, mais les traces que j'avais vues le matin étaient encore claires. Elles menaient à la forêt et disparaissaient derrière les arbres. Je restais là, à regarder ce vide blanc, et je sentis des frissons froids me parcourir l'échine. Mes pensées furent interrompues par Emma, qui courut vers moi et me tira la manche avec excitation. Elle m'a dit qu'elle et Ben avaient vu une maison dans les bois. J'ai d'abord cru qu'elle plaisantait, mais ses yeux pétillaient d'une véritable excitation. Elle a dit que quelqu'un leur faisait signe de la fenêtre. Ce n'était pas possible. Nous étions à quelques kilomètres du village le plus proche et le propriétaire de la maison avait bien dit qu'il n'y avait personne d'autre dans les environs. Mais pour rassurer Emma, j'ai décidé d'aller voir. J'ai appelé Ben et je suis allé dans la forêt avec les enfants. Laura est restée à la maison, elle n'était même pas au courant de notre petite expédition. La neige était de plus en plus épaisse et chaque pas que nous faisions était accompagné d'un craquement sourd. J'avançais et les enfants me suivaient en riant et en lançant des boules de neige. Soudain, je l'ai vue. Une maison, petite, semblable à la nôtre, mais abandonnée. Le toit était effondré, les fenêtres étaient brisées et la porte était légèrement entr'ouverte. Je ne comprenais pas comment j'avais pu la manquer hier, alors qu'elle était si proche de notre maison. Peut-être était-ce dû à la neige et à l'obscurité. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont les empreintes. Les mêmes empreintes que celles que j'avais vues le matin menaient tout droit à cette maison. Les enfants se sont précipités vers la porte et s'apprêtaient à regarder à l'intérieur, mais je les en ai empêchés. Quelque chose dans cet endroit semblait anormal, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd, plus épais. J'ai dit aux enfants de rester en arrière et je me suis approché. J'ai regardé dans l'obscurité par la porte ouverte, mais je n'ai vu que des meubles détruits, des éclats de bois et la neige qui soufflait à l'intérieur. Il n'y avait personne, mais au moment où j'allais faire demi-tour, j'ai entendu quelque chose. Un son à peine audible, un bruissement. Si j'étais chez moi, j'aurais pensé à une souris. Mais ici, nous nous sommes dépêchés de rentrer à la maison. Les enfants étaient déçus que je ne les laisse pas explorer la maison, mais je leur ai dit que c'était dangereux. Bien que nous soyons déjà au chaud dans notre maison, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelqu'un nous observait. Cette nuit-là, je me suis à nouveau réveillé. Mais cette fois, ce n'était pas à cause du vent. J'ai clairement entendu un bruit sourd, comme si quelqu'un avait posé un pied lourd sur le parquet. Je me suis levé prudemment, armé d'une lampe, et je suis allé voir. Les enfants et Laura dormaient. Il n'y avait personne dans la maison. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que ces traces de pas étaient réapparues dans la neige. Cette fois, elles étaient encore plus proches de la maison. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé dans l'obscurité, essayant de voir quelque chose dans le blizzard, mais rien n'était visible. Le vent hurlait comme un animal sauvage et les arbres autour de la maison semblaient vivants, se penchant vers elle comme s'ils regardaient à travers les fenêtres. Ce n'est qu'au matin que j'ai pu me détendre, mais même à ce moment-là, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Les enfants étaient de bonne humeur. Ils m'ont demandé la permission d'aller à nouveau dans la forêt, mais j'ai refusé catégoriquement. Laura a semblé remarquer que quelque chose n'allait pas et m'a demandé si j'allais bien. Je ne lui ai pas parlé des traces nocturnes. Je ne voulais pas paniquer. J'ai simplement dit que je pensais que nous devrions rester plus près de la maison à cause du temps. Ce jour-là, les chutes de neige se sont intensifiées. Nous sommes restés à l'intérieur, avons joué à des jeux de société, bu du chocolat chaud et essayé de faire croire à un Noël normal. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que nous n'étions pas seuls. À un moment donné, j'ai cru voir un mouvement au loin par la fenêtre, mais ce n'était peut-être qu'une branche d'arbre déplacée par le vent. Je me suis répété que c'était juste mes nerfs. Dans la soirée, nous avons perdu le contact avec le monde extérieur. L'internet est tombé en panne. Le téléphone n'a pas capté de signal. J'ai essayé d'allumer la radio, mais toutes les chaînes étaient aux mortes. Laura m'a dit que c'était normal parce que nous étions loin dans les montagnes et m'a convaincu de ne pas m'inquiéter. Mais l'excitation s'est transformée en panique lorsque je suis allé voir les enfants avant d'aller au lit. Emma n'était pas là. J'ai d'abord pensé qu'elle était dans la salle de bain ou qu'elle jouait quelque part, mais j'ai regardé dans toute la maison et je ne l'ai pas trouvée. Elle avait disparu. J'ai immédiatement couru dehors pendant que Laura restait à l'intérieur avec Ben. La neige continuait à tomber, recouvrant les traces. J'ai couru, paniqué, en criant son nom, mais ma voix s'est évanouie dans l'espace froid. Il n'y avait pas de réponse. Au moment où j'allais abandonner, je l'ai vue. Un petit chapeau rouge posé près de la forêt. C'était Emina. Je me suis précipité vers elle, mais les chutes de neige étaient devenues si fortes que j'ai failli me perdre. Seule mon intuition m'a permis de revenir à la maison. Emma n'était pas là. Laura était hystérique. Ben était adossé au mur et ne nous quittait pas des yeux. Je lui ai dit que j'allais chercher Emma et je lui ai dit de fermer toutes les portes à clé et de ne les ouvrir à personne.
même si c'était moi. Elle a acquiescé en silence, une lampe de poche à la main. Je suis entré dans la forêt. La neige m'arrivait presque aux genoux, mais j'avançais sans réfléchir. Je n'avais qu'une idée en tête, retrouver ma fille. Le vent s'est rafraîchi, son bruit s'est transformé en une sorte de murmure inquiétant. Et puis je l'ai entendu, un rire d'enfant à peine audible. Il provenait des profondeurs de la forêt. J'ai pensé qu'il s'agissait d'Emma. Alors j'ai couru dans cette direction, mais plus j'avançais, plus le rire changeait. Il n'était plus naturel, il était devenu étranger. Et soudain, il s'est arrêté. À l'endroit où je me suis arrêté, la neige était piétinée. Des traces de pas semblables à celles que j'avais vues plus tôt formaient un motif chaotique, comme s'il y avait eu une lutte. Mais aucune trace d'Emma. Seul son gant gisait au milieu de la neige. Je suis retourné à la maison, à peine vivant à cause du froid. J'étais tourmenté par les pensées les plus terribles et je me maudissais d'avoir amené ma famille ici. Lorsque je suis arrivé chez moi, la porte était fermée à clé. J'ai frappé. Laura a regardé par la fenêtre et s'est assurée que c'était bien moi avant d'ouvrir la porte. Je suis entré et j'ai vu de petites empreintes humides sur le sol, mais ce n'étaient pas les miennes. La maison, qui semblait auparavant confortable et protégée du monde extérieur, était devenue un piège. Je ne pouvais détacher mon regard des petites empreintes humides sur le sol. Elles partaient de la porte d'entrée et se perdaient près de l'escalier menant au 2e étage. Laura ne les avait pas vues. Elle était dans la cuisine et essayait de calmer Ben qui s'était mis à sangloter. Je suis restée silencieuse. Mon esprit fonctionnait comme une horloge, essayant de comprendre ce que cela signifiait. S'agissait-il des empreintes d'Emma? Mais si c'était le cas, pourquoi n'était-elle pas venue nous dire qu'elle était de retour? J'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé de vérifier. En montant au 2e étage, j'ai senti des gouttes de sueur froide couler dans mon dos. Les traces s'atténuèrent, puis disparurent complètement près de la porte d'une des chambres. J'ai ouvert la porte et je suis entré prudemment. La pièce était sombre, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Le lit était défait, la fenêtre fermée. Et pourtant, il y avait une présence dans l'air. Alors que je m'apprêtais à partir, je l'ai entendu à nouveau. Des rires d'enfants. Mais cette fois, ils ne venaient pas de l'extérieur, mais de quelque part dans la maison. Je me suis précipité en bas. Laura et Ben étaient là où je les avais laissés, mais ils l'avaient entendu aussi. Laura a pris la main de Ben et m'a regardé avec horreur. Nous avons décidé de nous réunir et de rester dans la même pièce. J'ai fermé la porte avec un verrou, je l'ai étayé avec une chaise et j'ai rapproché de nous les outils de la cheminée qui auraient pu devenir des armes. La nuit s'écoula lentement et chaque minute nous parut une éternité. Le vent qui s'engouffrait dans la maison produisait de temps à autre des bruits sourds, comme si quelqu'un essayait de s'introduire dans la maison. Nous étions assis dans l'obscurité totale, respirant à peine. Soudain, quelque chose a frappé à l'autre bout de la maison. Nous avons entendu des pas lourds marcher sur le sol. Ils étaient lents, mais à chaque son, ils semblaient se rapprocher. Laura a mis sa paume sur la bouche de Ben pour qu'il ne fasse aucun bruit. Quant à moi, je me tenais là, la faux en métal à la main, prêt à affronter ce qui s'apprêtait à entrer. La porte a tremblé légèrement. Quelqu'un ou quelque chose poussait dessus de l'extérieur. J'ai senti mon souffle se bloquer dans ma gorge. Laura murmurait des prières et Ben tremblait de peur. Puis la porte s'est arrêtée de bouger et un silence de mort s'est installé. Mais c'était encore plus terrifiant que le bruit. L'inconnu me déchirait de l'intérieur. Et puis j'ai entendu une voix calme, à peine audible. « Papa, ouvre la porte !» C'était la voix d'Emma. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à réfléchir. Je voulais ouvrir la porte, mais quelque chose m'en empêchait. Mon instinct me disait que ce n'était pas bien. Laura a murmuré que ce ne pouvait pas être Emma, parce qu'elle avait disparu dans les bois. Mais la voix semblait si réaliste, si familière que j'avais du mal à me contenir. Je me suis approché de la porte et j'ai dit « Emma, c'est toi ?» Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y avait que du silence, mais un instant plus tard, la voix s'est fait entendre à nouveau. « Oui, papa. » « Ouvre, je suis gelé. » Laura m'a attrapé le bras et m'a éloigné de la porte. Ses yeux étaient pleins de peur, mais aussi de détermination. J'ai compris que, qui que ce soit, nous ne pouvions pas le laisser entrer. Nous avons passé le reste de la nuit dans la peur. Les bruits à l'extérieur de la porte s'arrêtaient, mais nous ne nous détendions pas. Le matin venu, j'ai finalement décidé de regarder dehors. La porte était recouverte de neige, mais les mêmes empreintes étaient visibles sur la surface qu'auparavant, et elles nous ramenaient dans la forêt. Le matin n'a apporté aucun soulagement. L'aube dans les montagnes aurait dû être apaisante, mais je n'ai ressenti que de la peur. Nous étions assis dans la chambre, essayant de nous remettre de l'horreur lorsque Laura a dit que nous devions agir. Elle avait raison, nous ne pouvions pas rester ici. Cet endroit ne semblait plus sûr. Quelque chose nous attendait, jouait avec nous, et si nous restions, nous ne survivrions pas à la nuit suivante. J'ai décidé que nous devions essayer de rejoindre le village, malgré les chutes de neige. Nous avons rassemblé tous les éléments essentiels. Des vêtements chauds, de la nourriture, une lampe de poche et des outils de protection pour le foyer. J'ai également pris une carte. Même si la route était si confuse qu'une carte n'aurait pas été d'une grande utilité. Nous sommes sortis. Le froid nous a frappé immédiatement au visage et la neige a craqué sous nos pieds. Laura tenait la main de Ben et je marchais devant, fixant le vide blanc. Nous n'étions pas loin de la maison que Ben s'exclama soudain qu'il avait vu Emma. J'ai regardé devant moi et je me suis figé. Au loin, à la lisière de la forêt, il y avait une petite silhouette. C'était Emma, vêtue de la même veste rouge et du même chapeau qu'elle avait porté ce jour-là. Elle était immobile et nous regardait droit dans les yeux. J'ai crié son nom et je me suis précipité.
Mais Laura m'a attrapé le bras. Ses yeux ne criaient qu'une chose: ne fais pas ça. Elle n'a pas dit un mot, mais je savais qu'elle avait raison. Quelque chose dans cette silhouette n'allait pas. Emma n'a pas bougé, même lorsque je l'ai appelée une deuxième fois. Son visage était figé, comme celui d'un mannequin. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas Emma. La silhouette s'est retournée lentement et s'est dirigée vers la forêt, laissant les mêmes empreintes que celles que j'avais vues près de la maison. Nous ne pouvions plus attendre. J'ai ordonné à Laura de tenir Ben et de partir le plus vite possible. Nous avons descendu la pente, essayant de trouver la route qui nous avait amenés ici. La neige est de plus en plus épaisse et chaque pas est difficile. Le vent hurlait comme pour nous maintenir dans cet endroit maudit. Derrière nous, des bruits ont recommencé à se faire entendre. Les mêmes pas lourds que j'avais entendus la nuit. Ils nous poursuivaient, sans nous laisser nous arrêter. Je ne pouvais pas me retourner de peur de voir qui ou quoi nous suivait. Lorsque nous avons enfin aperçu un poteau de route, ce fut comme un miracle. J'ai couru vers lui, oubliant ma fatigue. Il s'agissait d'un panneau indiquant le village le plus proche. Nous n'étions plus qu'à 1 kilomètre. Mais soudain, Ben a crié. Laura est tombée. Je me suis retourné et j'ai vu qu'elle était couchée dans la neige et que Ben la tirait par la main. Son pied était coincé dans un trou caché sous la neige. Je me suis précipité à ses côtés et c'est là que je l'ai vue. Une silhouette, grande, indistincte, au contour fantomatique, se tenait à quelques mètres. Elle ne bougeait pas, mais sa présence était indéniable. J'ai sorti Laura de la fosse et nous avons couru tous ensemble vers la route. La silhouette est restée immobile, mais je savais qu'elle ne nous lâcherait pas. Nous avons atteint la première maison du village où un habitant nous a accueillis. Il nous a aidés à entrer et à fermer la porte à clé. Lorsque nous avons essayé d'expliquer ce qui s'était passé, l'homme s'est contenté de secouer la tête. Il nous a dit que nous n'étions pas les premiers à rencontrer quelque chose qui vivait dans cette forêt. Ces mots me sont restés en tête. Ceux qui restent trop longtemps en ont pour leur argent. De retour à la maison, nous étions différents. Pas seulement à cause de la perte d'Emma, bien qu'elle ait laissé une marque indélébile sur notre famille, mais aussi à cause du sentiment que nous avions changé pour toujours. Laura s'est repliée sur elle-même, ne m'adressant que rarement la parole, et Ben est devenu silencieux et distant. Il ne riait plus et ne posait plus de questions sur sa sœur. Il semblait savoir quelque chose que nous ne comprenions pas, et ce savoir le rendait silencieux. J'essayais de travailler, de faire des choses, mais chaque fois que j'étais seul, les pensées de cette nuit me revenaient, je regardais ces traces de pas, ce rire d'enfant, cette silhouette debout dans la neige, et surtout, je me suis souvenu d'Emma, sa dernière apparition dans cette veste rouge, son gant dans la forêt. Quelque chose en moi ne me permettait pas d'accepter qu'elle était morte. Je sentais qu'elle était encore là, et peut-être qu'elle attendait. Quelques mois plus tard, nous sommes revenus à la normale, mais ce n'était qu'un faux semblant. Chaque Noël était un supplice pour nous. Laura refusait de décorer la maison et Ben se cachait toujours dans sa chambre. Nous ne sommes plus jamais allés à la montagne, ni même dans les villes voisines. J'ai passé de nombreuses nuits à chercher s'il existait d'autres cas similaires. Et je les ai trouvés, des histoires locales sur quelque chose qui vit dans les montagnes, sur des gens qui ont disparu sans laisser de traces, et sur ceux qui ont survécu, mais qui ne pouvaient pas expliquer comment cela s'était passé. Une histoire m'a profondément marqué. Un homme qui avait perdu sa fille dans la même région jurait qu'il pouvait entendre sa voix dans le vent de la nuit. Son témoignage était presque identique au mien. Je lui ai écrit, mais je n'ai reçu aucune réponse. Et après un certain temps, j'ai appris qu'il avait disparu, étant retourné à l'endroit où sa fille avait disparu. Parfois, la nuit, je me réveille en entendant des rires d'enfants. Ils semblent lointains, à peine audibles, comme si le vent le transportait à travers l'espace et le temps. Je vais à la fenêtre, je regarde dans l'obscurité et je ne vois que du vide. Mais le rire ne disparaît pas. Je ne sais pas si c'est mon imagination ou quelque chose de réel. Chaque fois que j'entends ce son, je me surprends à penser « et si j'y retournais ? Et si elle était encore là, à m'attendre ?» Mais je sais que si j'y retourne, je ne pourrai plus jamais m'échapper. Cet endroit ne laisse pas partir ceux qui le regardent trop longtemps. Laura le sait aussi. Elle se réveille parfois à côté de moi et me demande si j'ai entendu quelque chose pendant la nuit. Je lui dis toujours que non. Elle sait que je mens. Mais nous n'en parlons plus. Noël ne ressemble plus à une fête. C'est devenu un rappel qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas et des endroits où nous ne devrions pas aller. Les montagnes ont toujours semblé être un lieu de paix. Mais je sais maintenant qu'elles ont leurs propres secrets. Et si vous vous immiscez dans leur monde, elles trouveront un moyen de se venger à l'appel. Nous nous sommes peut-être échappés à l'époque, mais je ne suis pas sûr que nous ayons vraiment échappé à ce qui nous attendait dans les montagnes. Parfois, je me dis que ce n'était qu'une question de temps. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de regarder ma vidéo précédente sur le Père Noël sanglant. C'est l'une des histoires les plus effrayantes que j'ai jamais racontées. Je vous recommande également de jeter un coup d'œil à ma liste de lecture, où j'ai rassemblé uniquement de vraies histoires d'horreur qui laissent une impression durable dans votre mémoire. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer aucune de ces histoires. Maintenant, éteignez la lumière et assurez-vous que vous êtes vraiment seul dans la pièce.